1992, David Pimentel a publié une étude intitulée « Les coûts environnementaux et économiques de l'usage des pesticides ». Pour la première fois, il a évalué les coûts indirects que génère l'agriculture chimique. Parmi eux, la mort d'insectes bénéfiques, d'abeilles, d'oiseaux ou de grenouilles, la contamination de l'eau et de l'air et les maladies que provoquent les pesticides chez les paysans, les riverains ou les consommateurs. Résultat, il y a 30 ans, la facture américaine s'élevait à 10 milliards de dollars par an. La quantité de pesticides qui atteint sa cible est très faible. Dans des conditions optimales, 50% des pesticides épandus atteignent la zone cible. C'est un terrible gâchis qui tue des oiseaux, des poissons, pollue l'eau et affecte la santé publique, avec des morts et des gens qui finissent à l'hôpital. Tout cela fait partie des 10 milliards de dollars de dommages. Comment les firmes chimiques ont-elles réagi à votre étude? Évidemment, les firmes chimiques n'ont pas apprécié notre publication. J'ai su qu'elles avaient écrit au doyen de notre université pour lui demander de me licencier. Elles n'étaient pas très contentes de moi, c'est sûr. En 2008, une étude publiée par le Parlement européen a confirmé les estimations de David Pimentel. Sous la houlette de Catherine Gansleben, ses auteurs ont estimé les coûts sanitaires des pesticides utilisés en Europe pour évaluer les économies que leur interdiction permettrait de réaliser. Nous avons trouvé des preuves très solides du lien entre le cancer et l'exposition aux pesticides. En se basant sur ces données, nous avons estimé que l'élimination des pesticides cancérigènes du marché européen pourrait éviter 26 000 cas de cancer, ce qui équivaut à 26 milliards d'euros par an. Les coûts sanitaires associés aux pesticides représentent ce qu'on appelle des externalités. Ce sont des coûts qui ne sont pas incorporés dans le prix payé par le consommateur quand il achète un aliment dans un supermarché. Si nous décidions d'inclure ces coûts dans le prix payé par le consommateur, le coût des aliments augmenterait inéluctablement. Retour au Mexique. C'est précisément parce que le prix du maïs américain est faussé qu'aujourd'hui, les petits paysans mexicains sont ruinés. Pourtant, avant l'accord de libre-échange nord-américain, le Mexique était autosuffisant pour son alimentation et notamment pour sa consommation de maïs, qui constitue l'aliment de base de la population. Pour soutenir la production nationale, le gouvernement taxait les importations et garantissait un prix minimum aux producteurs. Au nom du libre-échange, toutes ces mesures ont été supprimées alors que les États-Unis maintenaient leurs subventions agricoles. Résultat, aujourd'hui, le Mexique importe plus de 30% du maïs qu'il consomme, tandis que localement, le prix chutait de 66%. Eleazar fait partie d'une association de paysans qui promeut le système de la milpa comme un moyen de résistance face au modèle imposé par l'ALENA. Tout ce que nous mangeons ce soir vient de la milpa. Pour nous, le système de la milpa est totalement lié au problème de la souveraineté alimentaire. Quelle est la différence entre la sécurité et la souveraineté alimentaire? La sécurité alimentaire, c'est par exemple cette corbeille de tortillas. Si on n'a pas d'argent pour les acheter et les mettre sur la table, il n'y a pas de sécurité alimentaire. Mais la souveraineté alimentaire, c'est tout le contraire. C'est que les familles puissent produire ce qu'elles consomment. Avec le traité de libre-échange, l'ALENA, on a ouvert les frontières et beaucoup de produits, principalement le maïs, arrivent des États-Unis à un prix très bas. Le résultat, c'est qu'il y a beaucoup d'émigration, moins de motivation pour travailler dans l'agriculture, donc moins de paysans.
Certains préfèrent acheter un sac de maïs plutôt que de le produire, parce que ça revient beaucoup plus cher. La conséquence de l'ALENA, c'est que beaucoup ont dû arrêter l'agriculture et émigrer. Depuis l'ALENA, 3 millions de petits paysans ont abandonné l'agriculture. Chaque année, 500 000 Mexicains ont rejoint clandestinement les États-Unis. Les autres ont migré dans les bidonvilles de Mexico, où ils survivent grâce aux expédients de l'économie informelle. À l'instar de plus d'1 milliard de personnes dans le monde, ils font partie des pauvres urbains qui souffrent de ce que l'ONU appelle la faim silencieuse. Aujourd'hui, 19 millions de Mexicains souffrent de malnutrition. C'est dans ce contexte d'urgence alimentaire qu'Olivier de Schutter a effectué une mission officielle en juin 2011. Malheureusement, il ne fut pas possible de filmer ces rencontres avec le gouvernement mexicain. Pour cette occasion exceptionnelle, les organisations paysannes avaient organisé un colloque baptisé « La faim n'attend pas ». Nacional campesino con el título del hambre no espera. Es importante que lo diga al mundo que México vive una crisis agroalimentaria, que es necesario que nuestro gobierno lo reconozca y que es necesario que la clase política y la sociedad entera tomen las medidas necesarias para superar esta situación de crisis que es inhumana. My interest for the right to food dates from one morning I still remember. And that morning was a morning of January 2007, when the Mexicans took the streets to complain about the tortilla crisis, the prices of tortilla increasing 50% in a matter of a few weeks. And I noted that the production was above average levels, that the imports of maize were above average levels. Still, the prices climbed. And the prices climbed because a small number of very powerful companies dominating the system of distribution of maize were using their power on the market to impose these price spikes on the consumers. Cargill, Maseca Archer Daniels Midland, Minsa Arancia Corn Products, Agroinsa. So I agree with you, el hambre no espera. We need to move to policies that allow countries to feed themselves. That is what the right to food is about. And to do this, we need to protect producers from the abuse of the large commodity buyers by scaling up agroecological practices. I believe that we need to reduce the dependency of food production on fossil energies. And I believe that we need to reduce the environmental impacts of agriculture as it is predominantly practiced today.